dans quel état on est, voilà. Donc tout ça fait partie de ce travail d'installation. Vous avez effectué des portraits de chœur. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors les portraits de chœur, c'est assez simple. C'est aller vers l'autre, donc c'est faire une prise de son cardiaque de quelqu'un dans un milieu, je répète, non médicalisé, donc je ne suis absolument pas médecin, et ça ne se passe pas dans un laboratoire. En général, jusqu'à présent, ça s'est passé chez des personnes. J'ai pas mené mon stéthoscope, mais parce qu'il est en train de servir là, actuellement, mais il est tout à fait bricolé et je tiens à ce qu'il reste bricolé. Donc c'est une prise de son cardiaque de quelqu'un et c'est une discussion avec cette personne qui me raconte en gros quel rapport elle a avec son cœur. Et donc en fonction des vies de chacun, des parcours, ça donne des témoignages très différents. J'ai pas du tout axé ça sur la pathologie. Je trouve qu'actuellement il y en avait, il y a il y a 2 portraits dans lesquels il y a un rapport avec des pathologies, mais c'est le hasard en fait. Et c'est au sens large, donc quand on parle de cœur, on peut parler effectivement de l'organe, mais on peut parler de plein d'autres choses aussi. Alors vous en faites actuellement sur le salon des portraits de chœur, et je crois que Cathy Blisson, qui devait nous rejoindre sur cette table ronde, est en train d'en faire, c'est ça? Alors, voilà. Vous pouvez indiquer à quel endroit, si ça intéresse quelques personnes du public? À l'endroit, il faut d'abord passer, déjà passer à l'installation, qui est dans le stand de l'INSERM, là, au rez-de-chaussée. Faire un portrait de cœur, ça se fait pas comme ça, on fait pas ça en courant. Donc dans ce cadre-là, c'est un peu compliqué, mais moi, ça faisait partie de ce qui m'intéressait aussi, c'était de ne pas faire les choses en courant. C'est-à-dire que, en tout cas dans mon métier, on va toujours très vite, on est toujours très occupé, comme beaucoup de monde, on est toujours très occupé. Là, quand on va écouter le cœur de quelqu'un et qu'on l'enregistre, on peut pas dire bon, j'ai un quart d'heure, il faut le faire. Il faut prendre le temps et ça fait partie de ce travail-là. Donc là, actuellement, on a prévu à peu près 1 heure par personne, même si ça sera peut-être un peu moins ou un peu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut passer au stand de l'INSERM à l'heure, il faut passer à l'installation et s'il reste des places, on pourra le faire. C'est gratuit. Ah oui, c'est tout à fait gratuit. Et l'idée, actuellement, il y a 9 portraits différents qui ont été créés ce printemps. La création de l'installation s'est faite au mois de juillet à Toulouse. Et l'idée, c'est que ce sont des portraits et que c'est une galerie de portraits qui commence, il y en a 9. Moi, je voudrais qu'il y en ait vraiment beaucoup. Voilà. C'est des formats assez courts et ils ne se justifient que dans la multiplicité et le fait de pouvoir en écouter plusieurs et de voir comment les choses résonnent et comment chaque identité passe dans cette question. Alors, comment ça marche le chœur? Philippe Mabot, alors je prends mes notes parce que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes vice-président de l'Université Rennes 1 en charge de la santé. Vous êtes chef du pôle cœur, poumon, vaisseau de cette université Rennes 1. Vous êtes président du comité de recherche biomédicale et santé publique au CHU de Rennes. Et vous êtes responsable médical du module innovation technologique du centre d'investigation clinique de Rennes. Enfin, il y a d'autres, mais on pourra le dire un peu plus tard. En résumé, vous vous êtes présenté à moi comme étant un ingénieur du cœur. C'est quand même plus facile à comprendre. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment fonctionne le cœur? Bien, effectivement, moi je suis plutôt un électricien du cœur. Donc le cœur, c'est, on peut peut-être envoyer la première diapositive, est une pompe. Et pour prendre une analogie avec le domaine de l'automobile et de la mécanique, ça marche un peu pareil. Dans un moteur à combustion, vous avez l'allumage et après vous avez la combustion. Mais le cœur, c'est un peu pareil. Mais c'est la combustion qui fait avancer la voiture. Donc au niveau du cœur, c'est la pompe, donc c'est-à-dire les cellules musculaires, parce que c'est un muscle, qui assure la contraction. Mais cette pompe, elle ne marche bien que si, entre guillemets, l'allumage tourne bien, c'est-à-dire si les circuits électriques qui vont alimenter cette pompe sont parfaitement efficaces. Et là encore, je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours. Le cœur, c'est plein de petites cellules musculaires qui marchent toutes très bien, mais si ces cellules musculaires ne marchent pas de façon synchrone, la pompe ne va pas débiter.
Si par exemple vous êtes 4 personnes pour pousser une voiture qui est en panne, si vous poussez chacun à votre tour, la voiture ne va pas beaucoup bouger. Si vous avez la bonne idée de pousser tous les 4 ensemble, vous allez faire pousser la voiture. Vous allez faire déplacer la voiture. Ben, le cœur c'est pareil. Chaque cellule musculaire en elle-même développe une force qui est très faible et la contraction, l'efficacité de la pompe, eh bien, elle dépend essentiellement de l'activité électrique. Et cette activité électrique, on est capable de l'analyser. Là, je vous ai mis des schémas qui sont assez intéressants, d'ailleurs qui viennent de l'équipe du Lyric à Bordeaux, avec laquelle Christophe a beaucoup travaillé pour monter son projet. Donc vous voyez ici, c'est une visualisation de l'activation électrique au niveau des oreillettes. Donc vous voyez que ce sont des schémas d'activation qui sont relativement complexes, et c'est grâce à ce schéma d'activation que la pompe va apporter un débit et ainsi apporter l'oxygène à tous les tissus de l'organisme. Alors pourquoi et comment ça tombe en panne cette machine qui quand on la regarde comme ça a l'air bien huilée, mais ça tombe en panne? Alors ça peut tomber en panne effectivement, et ça peut tomber en panne des deux côtés. Ça peut tomber en panne du côté des cellules musculaires, donc des myofibrilles, et là il y a diverses pathologies. La plus connue, que vous connaissez tous, c'est l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire que si le muscle n'est plus oxygéné parce qu'une artère s'est bouchée, eh bien les cellules vont mourir. Donc vous allez avoir une quantité de cellules qui ne fonctionnent plus, elles sont mortes. Donc même si elles sont alimentées par l'électricité, elles ne vont plus se contracter. Il y a d'autres pathologies, et il y a notamment aujourd'hui des pathologies génétiques où on sait que ces cellules musculaires, bien qu'elles soient bien vivantes, eh bien, leur contraction n'est pas bonne parce que dans toute la chaîne de contraction, il y a un gène qui ne marche pas bien, il y a une protéine qui dysfonctionne et la contraction va être inefficace. Donc c'est tout ce qui va être du côté dysfonctionnement cellulaire, dysfonctionnement du muscle. Et puis, il peut aussi y avoir des anomalies du côté de l'alimentation, du côté des circuits électriques, dans les deux sens. De temps en temps, ça peut aller pas assez vite, des cœurs qui vont être trop lents, et notamment à l'effort, vous n'allez pas pouvoir faire monter le débit. Et puis, quelquefois, des cœurs qui vont trop vite, et là aussi, ça peut générer des impressions ressenties éventuellement par les patients. Alors de temps en temps, ça va très vite de façon normale, c'est ce que vous disiez, quand on a une émotion, c'est normal que le cœur s'accélère, c'est normal à l'effort, et puis quelquefois, ça s'accélère de façon anormale. Et je dirais que le stade ultime de ce dysfonctionnement, c'est ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire, donc un cœur qui va complètement se désynchroniser. Et ce qui est intéressant dans ce modèle électrique, c'est que si vous prenez chaque cellule, elle fonctionne bien. Et pourtant, le patient est en arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce qu'en fibrillation ventriculaire, vous n'avez plus la synchronisation de toutes ces cellules. Et ça, c'est un élément important. Et puis de temps en temps, vous avez des désynchronisations qui sont un peu moins marquées. Et je vous montre ces images parce que c'est notre thématique de recherche à Rennes depuis maintenant une vingtaine d'années. Vous voyez, pour vous, à gauche, vous avez... alors ça, c'est un modèle animal. Vous avez un cœur, si vous regardez bien, qui est complètement désynchronisé. Si vous regardez la petite image en colère, qui est une IRM un peu spéciale, et puis vous avez l'échographie à côté, vous voyez que ce cœur, il se contracte un peu n'importe comment, clairement n'importe comment. Tout ça parce que le schéma d'activation électrique n'est pas bon. Il y a des troubles de conduction, ce qu'on appelle des troubles de conduction au niveau des ventricules. Ça s'est arrêté, tant pis. Vous aviez à côté une resynchronisation de ce cœur. On est capable électriquement de resynchroniser ce cœur et de lui donner un fonctionnement normal. Donc vous voyez, il y a beaucoup de pathologies différentes qui arrivent aux mêmes conséquences, qui va être un dysfonctionnement de la pompe. Et comment on répare alors cette pompe quand elle commence à dysfonctionner? Alors là, c'est assez graduel, et puis ça va dépendre aussi de la cause. Donc on va toujours essayer de travailler la cause. Alors on n'est pas parlé de ça, mais la première chose, c'est d'éviter qu'elle dysfonctionne, donc c'est la prévention. On n'est pas parlé pour parler de prévention, mais je fais quand même passer un message fort. La prévention cardiovasculaire, c'est très utile. Donc on peut la réparer de deux façons. Du côté électrique, si le cœur est trop lent, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un stimulateur cardiaque ou un pacemaker pour redonner une séquence normale. S'il est trop rapide, eh bien, on va pouvoir donner soit des médicaments, soit des appareils qui vont normaliser le rythme. S'il est désynchronisé, on va éventuellement pouvoir mettre un système d'électrodes pour le resynchroniser, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, on peut réparer, entre guillemets, les anomalies électriques. C'est plus difficile de réparer les anomalies cellulaires. Ça, on est beaucoup moins bon. Beaucoup moins bon, et je pense que l'avenir, et on peut faire un peu de science-fiction, c'est l'environnement aujourd'hui. Le gros avenir de la cardiologie va quand même être aujourd'hui d'arriver à travailler sur tout ce qui va être la thérapie cellulaire et possiblement la thérapie génique. Mais aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent d'aider le cœur, et notamment c'est ce qu'on appelle le cœur artificiel. On en a entendu beaucoup parler, notamment avec le cœur français, le cœur Carmat, qui est une très belle technologie.
C'est le rêve du cardiologue d'avoir des cœurs sur des étagères là, et puis de faire des échanges standards de cœurs, comme pour la voiture. Quand le moteur ne marche plus, on va chez le garagiste, on prend un cœur sur l'étagère, on change et on repart avec un cœur neuf. C'est le rêve du cardiologue. Et une des grosses limites d'ailleurs de tout ça, et on parlait du CEA tout à l'heure, on compte beaucoup sur le CEA parce qu'on a quelques travaux avec eux, c'est l'énergie, comme dans beaucoup de domaines. Tout à l'heure on parlait, éventuellement j'entendais qu'on parlait d'environnement. Un des gros problèmes de toutes les assistances cardiaques mécaniques, elles ont besoin d'énergie. Et aujourd'hui on n'est pas bon du tout sur l'énergie. Il n'y a qu'un endroit où on sait la trouver, c'est dans la prise de courant. Et pour aller du cœur à la prise de courant, il faut mettre des fils. Et s'il faut mettre des fils, c'est source de complications et d'infections. Donc le jour où on aura un cœur totalement électriquement autonome, ce sera intéressant. Et d'ailleurs, on travaille sur des systèmes mécaniques pour récupérer l'énergie. Comme le cœur se contracte, ça génère de la mécanique. Et cette mécanique, on peut essayer de la retransformer en électricité en utilisant des quartz pour retransformer le signal. Donc vous voyez, il y a plein de pistes. Et puis aujourd'hui, entre les deux, il y a la transplantation cardiaque. Alors cette année est une année particulière parce qu'on fête les 50 ans de la première transplantation cardiaque.